Bien, nous allons maintenant accueillir les membres titulaires. Alors là, nous allons agir un petit peu différemment. Je vais appeler le membre que nous allons introniser et son parrain. Le parrain devra dire quelques mots et ensuite le membre titulaire devra répondre parce qu'il peut apporter à l'Académie. Alors, comme nous sommes un peu juste en point de vue horaire, je vous demande d'essayer de faire bref, parce que il faut que nous respections les horaires pour la suite des événements. J'en suis désolée. Alors, j'appelle le premier membre titulaire, François Aubry, et son parrain, Lucien Robineau. Bien. François Aubry, ici présent, est commissaire général de division aérienne. Il est entré dans l'armée de l'air en 1969 par l'école du commissariat de l'air, muni déjà d'une licence de droit public et d'un diplôme de sciences politiques attrapé en 1966. Il a suivi le meilleur parcours des commissaires de l'armée de l'air, adjoint au commissaire de la base aérienne de Djibouti, commissaire de la base aérienne de Strasbourg, auditeur et président de promotion à l'École supérieure de guerre aérienne en 1986, sous-directeur du commissariat de l'air, chef de bureau au ministère de la Coopération, commissaire général en 1996, directeur du service administratif du commissariat de l'air. Il reçoit une 3e étoile en 1999 avec les fonctions d'inspecteur du commissariat et de l'administration de l'armée de l'air. Le tout entrecoupé d'un assez long séjour à Abidjan, marqué des hautes fonctions de secrétaire général de la Société ivoirienne de transport maritime de Côte d'Ivoire, d'un passage au cabinet militaire du ministre de la Défense, ainsi qu'à la mission ministérielle Le Sourne-Curien pour l'introduction du calcul économique au ministère de la Défense. Ayant raccroché sa casquette en octobre 2002 après ce parcours éclectique, il s'adonne depuis lors à la recherche historique par le biais de la section d'histoire de l'Amicale des commissaires de l'air. Et depuis son élection à l'Académie de l'air et de l'espace en juin de cette année, au sein de notre section d'histoire Lettres et Arts, il la présidera dès le 1er janvier 2018 à 0h, sans nul doute avec distinction. François Aubry est officier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite, officier de l'Ordre du mérite ivoirien. Bienvenue à la section 5 de l'Académie de l'air et de l'espace. Merci. Une réponse très brève. D'abord, bien sûr, remercier l'Académie de m'accueillir comme membre titulaire. Je suis un simple commissaire de l'air, c'est-à-dire un administrateur unique dans mon genre à cette Académie, ce qui est la preuve qu'elle pratique un recrutement diversifié. Je voudrais juste profiter de l'occasion pour dire si je suis le seul, je ne suis pas le premier. Vous avez tous bien connu le commissaire de l'air Jacques Guilherme, qui nous a quittés il y a bientôt 3 ans. Donc que puis-je faire pour l'Académie ? Le général Robineau vous a répondu. Je ne prétends pas le remplacer, je lui succède. Avec un vaste programme et dès l'an prochain, notre priorité, c'est l'attribution du premier prix littéraire de l'Académie de l'air et de l'espace. Donc je lance un appel, je profite que j'ai le micro. Si vous avez lu cette année ou l'an dernier un livre qui vous a emballé, qui traite de l'aéronautique et qui a une bonne tenue littéraire, n'hésitez pas à nous le signaler. Merci. Bonjour, donc j'ai le plaisir de présenter en tant que nouveau membre titulaire de la section 1 mon collègue du Latmos Jean-Loup Berthaud, qui est diplômé de l'IX. Il a préparé son doctorat d'État au service d'aéronomie
l'ancêtre du LATMOS sous la direction du professeur Blamont, membre fondateur de notre académie. Et cela lui a permis de découvrir le phénomène du vent interstellaire qui balaye le système solaire grâce à un instrument conçu par lui au service d'astronomie et placé sur le satellite américain Ogo 5. Ensuite, Jean-Loup Berthaud a consacré toute sa carrière à la recherche scientifique dans le domaine spatial, où il a participé à plus de 20 missions en tant que responsable scientifique ou co-responsable scientifique. Il a inventé une méthode permettant de surveiller l'activité solaire sur la face cachée du Soleil en regardant la lumière réfléchie par l'hydrogène derrière le Soleil. Il a également été le premier à mettre en œuvre la méthode des occultations stellaires pour étudier les profils atmosphériques. Et cette méthode a été appliquée sur 3 planètes du système solaire. La Terre avec l'instrument GOMOS sur Envisat pour l'étude de l'ozone stratosphérique et également sur les sondes Vénus Express et Mars Express avec un instrument dont il était le responsable scientifique. Il s'intéresse également à la détection des exoplanètes. Avec son équipe, il a mis au point une méthode pour détecter ces étoiles par la vitesse radiale. Et maintenant, c'est une technique extrêmement utilisée qui a permis d'en découvrir des centaines. Il est l'auteur de plus de 400 publications scientifiques et personnellement, j'ai eu le plaisir de travailler avec Jean-Loup sur beaucoup de projets. Et en particulier, il m'a fait découvrir la planétologie comparée en me faisant m'intéresser également à l'atmosphère de Vénus et de Mars. Et quand on étudie les atmosphères des autres planètes, on comprend beaucoup mieux notre atmosphère. Ces travaux ont été récompensés par de nombreuses médailles, médailles de bronze au CNRS, médaille d'argent au CNES, prix des lampes de l'Académie des sciences. Lauréat de la médaille de l'Union géophysique européenne, Christian Huygens, en 2010 pour l'ensemble de sa carrière. Il est chevalier de la Légion d'honneur et au sein de l'Académie, dont il est membre correspondant depuis 2013, il participe aux travaux de notre section, également au groupe sur l'exploration planétaire où il promeut l'étude des planètes extrasolaires. Alors, merci de m'accueillir. En rejoignant cette académie, j'ai eu 2 motivations. La première, je suis très concerné par le réchauffement climatique et je propose dans un livre que, justement, une des façons de lutter, c'est de financer le planning familial ou la santé reproductive en Afrique pour y déclencher une vigoureuse transition démographique qui n'est pas encore faite. Mais au-delà, il faut faire la transition énergétique. Et tout d'un coup, je me suis aperçu qu'il y avait un problème, c'est que les avions qu'on vend aujourd'hui, ils ont une durée de vie de 50 ans. Il est possible qu'il y ait un moratoire qui interdise l'exploitation des combustibles fossiles bien avant 50 ans. Comment va-t-on faire voler ces avions ? Eh bien, je propose qu'on explore la piste de la fabrication de kérosène artificiel à partir du CO2 capté dans l'atmosphère, avec, par exemple, la réaction de Fischer-Tropsch ou les réactions de Paul Sabatier. Bon, ça, la deuxième motivation est plus exotique, puisqu'il s'agit d'exoplanètes, d'essayer de détecter la vie sur les autres exoplanètes et d'essayer de détecter la vie intelligente. Pour cela, je pense qu'il faut, par exemple, en regardant des technosignatures qui sont, par exemple, comme les lumières des villes de notre Terre, ça, c'est une technosignature involontaire qu'on devrait pouvoir détecter dans les autres systèmes. Car je pense que maintenant qu'on sait qu'il y a peut-être 20 milliards de planètes habitables dans le système solaire, dans notre galaxie, la question n'est plus de savoir si nous sommes seuls dans l'univers. Nous ne sommes pas seuls, mais il faut trouver nos plus proches collègues. Et pour cela, il faut des grands télescopes qu'on ne peut déployer que dans l'espace grâce aux astronautes. Donc je voudrais pousser l'idée que les astronautes ont maintenant un rôle à jouer pour faire de grands télescopes de 100 mètres ou même 1 kilomètre ou plus. Gérard, après une formation d'ingénieur à l'ESTACA, une dernière année à l'ESTA et un service militaire dans la marine, Gérard Bréard entre à l'aérospatiale en 1974. Il va d'abord passer 20 ans sur les missiles balistiques
Il commence par le développement et la qualification des étages du nouveau missile, à l'époque M4, qui auront une longue durée de vie sur nos sous-marins nucléaires. Il poursuit avec la conception des étages du missile à roulettes SX, qui ne verra pas le jour. Puis il pilote la conception d'un nouveau système d'éjection des têtes nucléaires, plus précis et plus sûr en opération. Et il mène un programme d'aide à la pénétration, le développement de l'heure, porté par le missile M45. En 1988, on lui confie la direction des programmes sol-sol, c'est-à-dire les programmes de missiles implantés sur le plateau d'Albion. Il contribue à leur bonne disponibilité opérationnelle et à leur haut niveau de sûreté nucléaire. En 1993, il devient expert auprès de l'ONU pour une mission de désarmement en Irak. C'est en 1994 qu'il change d'orientation et se tourne vers les applications civiles. Il commence par un défi tout à fait remarquable. Développer en un temps record, 30 mois seulement, une capsule de rentrée destinée à être testée sur le 3e vol d'Ariane 5. En utilisant une forme Apollo dont l'aérodynamique est connue, un calculateur et une centrale inertielle développés pour Ariane, et en récupérant d'autres équipements déjà développés, il gagne son pari. Nous nous sommes rencontrés à cette époque, je ne sais pas, on doit se voir quelque part. Ce fut dur, tendu, mais Gérard ne lâcha rien et la rentrée le 21 octobre 1998 fut impeccable, notamment la précision du point de chute dans l'océan Pacifique à 2 km du point prévu. Je garde chez moi un petit morceau du bouclier thermique de cette capsule que m'a offert Gérard. Ensuite, il poursuit dans le civil et s'implique notamment dans la réalisation des systèmes de lancement multiples, les dispensers qui seront montés sur Soyouz et sur Ariane 4. C'est la même technologie que l'éjection des têtes. En 2000, c'est la création de ADS. Il devient directeur adjoint de la grande direction industrielle en pleine intégration franco-allemande. Mais il s'intéresse toujours aux militaires. Nous sommes en pleine négociation du marché de développement du missile M51. J'ai un choix difficile à faire qui concerne la technologie des enveloppes bobinées carbone des étages du nouveau missile. L'une est classique, l'autre en rupture avec les développements précédents, et l'aérospatiale y a beaucoup investi. Sur l'avis de Gérard, j'ai retenu la formule classique et je reste persuadé que nous avons pris la bonne décision. Le développement des étages s'est remarquablement bien passé. En 2005, Gérard est nommé directeur technique d'Astrium Space Transportation et participe au comité technique Ariane qui est consulté pour chaque lancement. Il préside de nombreuses revues pour les lancements de qualification du M51 et ceux opérationnels de l'ATV. Il dirige la politique de recherche et est responsable du budget associé. Il quitte la société Astrium en mai 2011. Mais dès 2008, il a été nommé président du conseil d'administration de Matmeca, école d'ingénieurs attachée à Bordeaux 1, et élargit son spectre en 2010 en présidant l'Institut Polytechnique de Bordeaux, qui couvre 6 écoles, 3200 élèves et 600 enseignants. Il vient tout juste de quitter ce poste après 2 mandats. Je voudrais ajouter que j'ai partagé des moments heureux avec Gérard et son épouse Hélène pour avoir fait équipe dans de nombreuses régates Ariane. Gérard est un excellent régleur de bateaux. Gérard est chevalier de la Légion d'honneur et pour son rôle dans l'enseignement est chevalier des Palmes académiques depuis l'an dernier. Bienvenue à bord de notre académie, Gérard. Bon, il faut maintenant que la raison prenne un peu de place sur l'émotion. Et je voudrais vous remercier tous, d'ailleurs, pour votre confiance, pour votre nomination, tout particulièrement Philippe, qui m'a parrainé, et avec qui nous avons, comme vous avez pu le voir sur quelques photos, partagé des moments que je qualifierais de grande intensité, pour ne pas dire de grande émotion. Lorsqu'un lanceur d'école, vous savez, et que le tremblement vous remonte jusqu'à l'abdomen, vous vous demandez ce qui va se passer et vous vous dites « j'ai dû oublier quelque chose quelque part ». Je dois dire avec Philippe aussi que nous avons partagé des moments de grandes émotions extra-professionnelles, parce qu'il ne vous l'a pas dit, mais nous avons gagné ensemble en 2011 l'Arianescope dans la baie de Cannes, sur les terres de Thalès. Bon, j'insiste. Alors, quoi retenir, je dirais, de tout cela, de mon métier, et qu'est-ce que je peux apporter à l'Académie ? Moi, j'ai été entièrement porté, je dirais, par la passion de mon métier d'ingénieur. Et c'est cette passion que j'essaie de délivrer.
Alors cette passion, elle est construite autour, pour moi, de deux thèmes qui ont été les guides un peu de ma carrière. Premièrement, et ce n'est pas toujours facile à expliquer, que seule la physique triomphe et il ne faut jamais la contrarier, vous êtes très vite rattrapé à l'ordre. Et deuxièmement, vous avez deux types d'essais, les essais qui réussissent et les essais riches d'enseignements. Et je voudrais que c'est avec ça que l'on construit une expérience. Alors comment je peux faire profiter de tout cela à l'Académie? Alors d'abord, je vais essayer, puisque j'ai quand même encore quelques liens avec l'université et mes élèves ingénieurs, c'est d'essayer, je dirais, de promouvoir ce métier d'ingénieur. Je suis aujourd'hui effaré par le manque d'intérêt de nos enfants, globalement, pour les métiers de la technique. Alors ils sont aveuglés, je dirais, par les start-up, par un certain nombre de choses, mais expliquer à quelqu'un qui peut faire sa carrière dans un bureau d'études et qu'est-ce que c'est qu'un bureau d'études, c'est extrêmement difficile. Nous avons des techniques aéronautiques, spatiales, qui permettent de les faire rêver. Nous avons le rôle, en tant que, je dirais, anciens, de leur apporter, de leur amener ce rêve. Et ça, c'est une mission fondamentale. La deuxième mission, c'est la promotion de l'Académie. Donc, j'organise des conférences à Bordeaux et je pense que je suis en situation maintenant de bien promouvoir l'Académie parce que nous avons maintenant un public, je dirais, fidèle, passionné par tout ce qu'on leur présente, et je voudrais remercier tous mes consoeurs et confrères qui contribuent à ces conférences et nous entendons poursuivre. Et le troisième point, eh bien, je vais assumer aussi mes missions d'expertise, puisque Philippe, qui a toujours une bonne idée, va donc confier, je dirais, le pilotage d'un groupe de réflexion sur les lanceurs utilisables, et j'essaierai de faire au mieux, Philippe, comme d'habitude. Donc, merci à tous. Jean-Marc Garot est diplômé de l'IX et de l'ENAC et ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts. Jean-Marc a effectué l'ensemble de sa carrière dans le domaine du contrôle aérien, où il exerçait de nombreuses responsabilités. De 1972 à 1979, il était responsable de la R&D au Centre d'études de la navigation aérienne, le Sénat. Ensuite, de 1979 à 1984, il a été chef de projet COTRA 4. C'était la mise en place du système de contrôle de trafic aérien français. Et donc, c'était au moment de sa mise en service initiale. Et ce système, à ma connaissance, est toujours en service en 2017. En 1985-1986, il est détaché comme conseiller spécial auprès du directeur du projet Advanced Automatic System de la Federal Aviation Administration, la FAA aux États-Unis. Donc, il revient au Sénat de 1987 à 1995, dont il devient le directeur. De 1995 à 2005, il dirige le centre expérimental Eurocontrol. Et en 1997, il fonde avec son homologue de la FAA, Jack Fensight, les ATM Seminars sur la R&D en Air Traffic Management. Et de 2005 à 2013, il est membre de l'Inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie. Il est également membre de la 3AF et du comité scientifique de l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles. Donc, au sein de la section 1, en fait, il a commencé son activité à l'Académie avant même d'être membre correspondant, puisqu'il participait, par exemple, au colloque sur le trafic aérien et météorologie en 2010. Donc, il est devenu correspondant en 2013. Et au sein de la section 1, il est une des personnes qui participe le plus à l'animation en étant très curieux scientifiquement, en s'intéressant à tous les sujets et donc en apportant des contributions vraiment très intéressantes. Voilà, Jean-Marc.
Donc, quelques activités auxquelles j'ai eu la chance depuis 10 ans, donc avant même d'être élu membre correspondant avec l'Académie, parce que grâce à des personnes de l'Académie que je connaissais. Comment volerons-nous en 2050, avec un point d'interrogation, dont le chapitre Air Traffic Management n'a pas pris une ride, puisqu'il n'y a aucune des recommandations n'est mise en œuvre par un domaine qui est totalement réticent à toute évolution. Le trafic aérien météo, pour lequel il y a au moins une recommandation qui s'est avérée, même ce n'est pas si forcément c'est le dossier qui en est à l'origine. Maintenant, les pilotes ont en temps réel la météo, alors qu'avant, ils avaient uniquement le radar météo. Alors, il y a un groupe de travail qui me tient beaucoup à cœur, c'est le groupe de travail auquel j'ai participé, ce volcan islandais dont personne, je ne suis pas capable de prononcer le nom, qui est une histoire assez extraordinaire, parce que vous voyez ce panache, donc ce volcan dont le feu sortait sous la glace et la neige, en plus au moment des cendres, ça ne s'invente pas. Il y avait ce volcan, mais ce n'est pas pour ça que le trafic aérien a été bloqué pendant plusieurs journées, voire semaines. C'est à cause d'un modèle numérique élaboré par le Met Office, dans lequel on avait simplement oublié de regarder dans le codicile en bas, comme les contrats de téléphone mobile, il faut toujours regarder en bas, et c'était marqué en bas que personne ne connaissait ni le contenu, ni la densité. Et donc on a bloqué le trafic aérien en Europe pour un modèle numérique, et heureusement Patrick Gandil, directeur général de l'aviation civile, quand il a enfin pu revenir des États-Unis où il était bloqué, a eu cette idée géniale de faire nettoyer des corridors théoriques dans un modèle théorique. Bon, on pourra en discuter si ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Bon, après, effectivement, je suis très très content d'être dans la section 1 où je peux apprendre beaucoup de choses avec ces exposés de scientifiques de haut niveau. Et j'ai participé aussi au dossier sur l'utilisation des drones dans le domaine civil, qui est un des domaines de l'aviation civile qui évolue le plus vite possible. Et enfin, j'ai convaincu le bureau de l'Académie, après la disparition du MH, du Malaysian Airlines 370, il y a maintenant presque 4 ans, on va fêter son 4e anniversaire bientôt, de créer un groupe de travail. Et les travaux de ce groupe de travail ont abouti à ce dossier dont Anne-Marie Mingui a parlé tout à l'heure, sur les disparitions d'avions. Donc voilà le genre de choses que j'ai fait avec l'Académie. J'ai proposé à un certain nombre d'entre vous qui sont dans la salle un certain nombre de sujets. Et évidemment, quand ces sujets se concrétiseront, je suis tout à fait prêt à m'y impliquer de la même façon que je me suis impliqué dans tous ces projets où j'ai beaucoup appris. Voilà, merci Alain d'avoir été mon parrain. Merci à vous de m'avoir élu. Bien. Alors, Franco Malherba est membre correspondant de l'Académie depuis 2015 au sein de la section 4. J'ai été trouver Franco Malherba à l'époque pour le convaincre de rentrer dans l'Académie parce que Franco est une personnalité de premier plan en Italie en tant que premier astronaute italien. Outre le fait qu'il était le premier astronaute italien, Franco a été membre du Parlement européen de 1994 à 1999, je crois, ingénieur scientifique, diplomate en tant qu'attaché scientifique au sein de la représentation permanente de l'Italie auprès de l'ESA et de l'OCDE, il participe donc activement aux travaux de la section 4, et j'ajouterai aussi de la Commission Action européenne. Depuis que Franco est correspondant de l'Académie de l'air et de l'espace, il nous a aidés dans le développement et, je dirais, la consolidation de nos liens avec l'Italie, en particulier à travers un accord de coopération avec le Centre de recherche aérospatiale rattaché à l'Université de Rome, la Sapienza.
Et Franco me rappelait que Roberto Somma, un autre de nos confrères italiens, qui lui habite Rome, a aussi beaucoup contribué à la conclusion de cet accord. Et je crois que là, nous devons avoir la diapo d'avant, l'accord l'accord signé entre l'Académie et l'Université La Sapienza, avec à gauche le professeur Onofri, Marcello Onofri, qui d'ailleurs a été élu correspondant de l'Académie l'année dernière. Alors, on revient à la diapositive suivante. L'alliance avec l'Université La Sapienza nous offre une occasion sympathique, chaque fois que nous rencontrons en Italie, à Rome, de revoir San Pietro in Vincoli et la fameuse statue de Moïse qu'elle abrite, parce que l'université et l'église de San Pietro font partie du même ensemble. Donc vous voyez, nous pouvons joindre l'utile à l'agréable. L'activité spatiale italienne, donc diapo suivante, depuis que Franco est notre confrère et notre liaison avec l'Italie dans ce domaine nous est beaucoup plus proche et surtout mieux connue au sein de l'Académie. Après la signature avec le Centre de recherche aérospatiale de l'Université La Sapienza, nous avons réalisé une séance de l'Académie à Rome en 2016, coordonnée par Franco et par Roberto Somma. Et puis nous avons, au-delà de cette séance, organisé déjà 3 conférences de l'Académie à La Sapienza, et avec le support, bien sûr, du professeur Onofri. La conférence de Roberto Somma en juin 2016, celle de Franco lui-même le 26 avril de cette année, et plus récemment, début novembre, celle de notre confrère Sergio Marchisio. Non, là c'était pas du tout la bonne diapo, ça. Ah oui, c'est bon. OK. Alors, la suivante. La suivante. Franco avait beaucoup travaillé pour l'organisation de la séance de l'Académie en mars-avril 2016, alors qu'il n'est même pas basé à Rome, puisqu'il habite dans la région parisienne. Mais le programme a été très bien maîtrisé. Lorsque nous avons tenu cette séance à Rome, l'Académie a pu rencontrer le professeur Roberto Battiston, qui venait d'être nommé président de l'Agence spatiale italienne, et qui, d'ailleurs, je le signale au passage, parle un excellent français. Et nous avions visité à cette occasion les établissements de Thales Alenia Space à Rome et d'Avio à Colleferro, qui jouent un rôle très important à la fois dans Ariane et dans le programme Vega. Chez Thales Alenia Space, nous avions eu des présentations à la fois de notre consoeur Maria Antonietta Perino, qui est elle basée à Turin, et de notre confrère, le professeur Sergio Marchisio. Enfin, donc, un petit mot sur la conférence qu'a donnée Franco le 26 avril 2017, conférence de l'Académie, sur le thème des câbles spatiaux, les câbles dans l'ingénierie de l'espace. Parce que lors de son vol sur la navette spatiale, il y a exactement 25 ans, Franco avait participé à cette expérience intéressante qui consiste à dérouler un câble dans l'espace avec un petit satellite au bout, qu'on appelle un tethered satellite en anglais. Et c'est quelque chose d'assez spécial et c'était le sujet de la conférence que Franco a donnée le 26 avril, qui marquait en même temps, et c'était important pour l'Italie, le 50e anniversaire du lancement du satellite italien San Marco 2 depuis la base de Malindi au Kenya, réalisé en 1967 à bord d'une fusée Scout américaine. Tout ça à l'initiative du professeur Luigi Broglio, qui avait joué évidemment un rôle considérable dans l'établissement de cette base. Avec un programme évidemment aussi riche, la salle à l'Université de la Sapienza était pleine à craquer. Franco, bienvenue dans l'Académie et dans la section 4 de l'Académie. Merci Gérard, merci Madame la Présidente, et merci à vous tous de m'accueillir de cette nomination. En effet, avec toute l'activité que vous avez entendue, je me sens déjà pleinement
partie de cette académie. Je voulais juste profiter d'une minute pour faire une proposition pour le temps à venir. Finalement, nous, membres non français de l'académie, avons aussi un rôle de faire mieux connaître le pays dont nous sommes ressortants. Et donc, je voudrais bien sûr faire connaître mieux l'Italie spatiale à l'académie. Et donc, j'ai quelques propositions pour 2019, parce que 2018 est déjà organisé. Voilà. D'ailleurs, oui, je suis nommé liaison de l'Académie avec l'Italie, donc c'est pour ça que je dois prouver mon travail. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je propose d'aller visiter Naples, en effet mieux Caserta, qui est dans les environs de Naples, et de Capoue, là où il y a la fameuse demeure royale, il y a le CIRA, il y a donc des activités aéronautiques et spatiales. J'espère de faire bouger un peu notre confrère Filippo Bagnato, qui est beaucoup trop engagé dans son métier, mais qui devrait nous apporter la liaison vers le monde aéronautique. Voyons la prochaine, juste pour dire, voilà, à l'occasion, on pourra visiter le palais royal de Capoue. La prochaine, s'il vous plaît, qui nous amène, la prochaine diapo, voilà, juste pour voir où est positionné Caserta, c'est proche de Naples, donc si quelqu'un veut passer ensuite le week-end dans les environs de Naples, il sera pas mal gâté. La prochaine, s'il vous plaît. Voilà, autre alternative, celle-ci un peu plus difficile, c'est Matera. Là, nous avons un centre de géodésie spatiale de l'Agence spatiale italienne. Il y a aussi Egeos, Telespazio. Matera, c'est un peu plus difficile à joindre. Voyons la prochaine image. Voilà, elle se trouve pas loin de Bari. Bari, c'est une autre ville intéressante pour le week-end, bien entendu. Mais Matera, prochaine diapo, Matera, en 2019, sera la capitale européenne de la culture. Il y a les fameux Sassi di Matera, donc peut-être qu'on pourra faire partie, si on veut, d'un programme européen spécial. Merci beaucoup. Donc j'accueille maintenant le troisième nouveau membre titulaire de la section 1, donc Pierre Rochus, qui est de nationalité belge et membre correspondant depuis 2013. Il a effectué ses études à l'université de Liège, où il a soutenu un PhD en physique en 1979 et un MBA d'économie du management en 1985. Il a commencé sa carrière en tant que chercheur en physique nucléaire de 1974 à 1981. Et après, il est passé au spatial. Il a exercé depuis plus de 35 ans son activité dans le domaine des technologies spatiales. De 80 à 88, il a été chef de projet. Il a été notamment en charge du développement des unités de lubrification du moteur d'avion SFM56 et également des valves d'Ariane 4. Il a ensuite rejoint le Centre spatial de Liège, le CSL, en 1988, où il y a occupé différentes responsabilités. Donc le CSL développe des instruments spatiaux et également évalue les performances d'instruments spatiaux et de satellites, notamment pour l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Par exemple, SOHO, Gaia et actuellement le LIDAR spatial Aeolus pour la mesure du vent dans l'atmosphère, un instrument pour lequel je suis particulièrement intéressé, que ça marche bien, que ce soit bien étalonné et calibré par le CSL. Donc de 88 à 95, il est
Pierre Rochus était responsable de plusieurs projets spatiaux. Il a été ensuite directeur général adjoint de 1995 à 2004, puis directeur scientifique de 2004 à 2016. Et il continue son activité actuellement en tant que conseiller scientifique auprès de la direction. Pierre Rochus a également une activité très importante en termes d'enseignement, puisque depuis 1988, il enseigne en instrumentation spatiale et astrodynamique alors à HEC Liège, à l'Université de Liège, et il enseigne toujours à l'Université de Louvain actuellement. Et il est également président de la Space University Administrative Committee de l'Association internationale d'astronautique, dont le but est d'encourager la collaboration entre universités impliquées dans le spatial. Donc c'est un élément important pour la formation des jeunes au métier du spatial. Pierre Rochus participe activement à nos réunions, notamment grâce aux visioconférences qu'on installe entre les on peut se connecter à distance pour nos réunions section 1, également aux conférences à l'Académie que l'Académie organise à Bruxelles. Il a récemment donné une conférence en octobre 2016 sur un demi-siècle de recherche spatiale au CSL et ainsi contribue au rayonnement européen de notre Académie, donc un élément qu'on veut développer dans les prochaines années. Merci. C'est un honneur pour moi d'être membre titulaire de cette illustre Académie. Je voudrais d'abord commencer par remercier Anne-Marie, parce que c'est grâce à Anne-Marie que je suis ici, je pense. On se connaît depuis 20 ans, je crois, un peu plus de 20 ans, peut-être plus. À l'époque, tu étais directrice responsable des activités spatiales à l'ONERA, avant d'aller à Lille. Et on a travaillé, nos deux équipes ont travaillé ensemble sur l'idée de la synthèse d'ouverture optique à partir d'une orbite géostationnaire. Je ne sais pas s'il y a eu des développements en hardware par la suite. Comme vous l'avez vu, mon cœur, ma formation et ma carrière alternent entre la recherche fondamentale et les technologies, entre le spatial et l'aéronautique, puisque j'ai passé 7 ans cette année en physique théorique, physique mathématique, où je publiais dans Physical Review Letters, Annals of Physics, Journal of Mathematical Physics, bon, des choses qui sont maintenant, que je ne comprends plus maintenant. Puis j'ai passé cette année à la FN Moteur, qui est maintenant devenue Safran Aerobooster, donc qui est une filiale de Safran. Et là, j'ai développé les vannes de gaz chaud, la vanne de purge et la vanne de chambre de Ariane 5, et les groupes de lubrification des moteurs CFM56. Et puis, j'ai quitté pour retourner à l'université. Donc, j'ai 30 ans d'expérience à l'Université de Liège. Et là, mon activité principale, c'est de développer des instruments scientifiques. Mais sinon, notre institut a été impliqué dans le Hubble Space Telescope, dans Giotto, dans Hipparcos. Si on se limite par exemple rien qu'aux exoplanètes, on a été impliqué dans Corot, dans Khéops, dans Plato et dans Ariel dans le futur. Alors, quelle sera ma contribution à l'Académie? D'abord, quand je viens à vos réunions organisées par Alain Hochkorn, je fais d'abord des rencontres de personnes que je connais et des personnes nouvelles. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi. Donc, c'est plutôt l'Académie qui m'apporte quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais apporter à l'Académie? Je ne sais pas. Je serai toujours impliqué. Je suis PI d'un instrument, un imageur extrême UV sur Solar Orbiter, qui ne sera lancé qu'en 2020. Je suis aussi co-AI sur des instruments, un instrument sur Solar Orbiter et un sur Parker Solar Probe, qui va lui vraiment rentrer dans la couronne solaire. Et je suis aussi co-AI d'un instrument qui s'appelle ICON, qui va étudier l'interaction entre l'atmosphère et l'ionosphère. Donc ICON, ça veut dire... Et donc, mon sujet serait peut-être d'imaginer les missions du futur, les instruments du futur, et peut-être se spécialiser à la physique solaire ou peut-être à la météo spatiale. On regarde le Soleil et puis on regarde les effets sur la Terre, puisqu'on a toute une succession d'instruments qui ont été impliqués là-dedans. Moi, j'étais impliqué dans SOHO, j'étais chef de projet sur SOHO. On a été impliqué dans Stereo, dans Proba 2. On est maintenant impliqué dans Solar Orbiter et dans Solar Probe. Et en ce qui concerne l'effet du Soleil sur la Terre, on est impliqué dans Image, dans Juno, enfin ça c'est sur Jupiter, c'est pas sur la Terre, mais dans le futur dans Smile et dans Icon. Et donc j'espère pouvoir
participer au travail de la section A. J'appelle maintenant Raymond Rousseau et Gérard Rosenknop. Bonjour. Je suis très heureux de l'occasion qui m'est donnée d'accueillir, de présenter Raymond Rousseau, si encore il faut le faire. Alors, dans notre académie, on croise beaucoup d'experts qui sont très très pointus dans leur domaine, et je dirais que Raymond a la caractéristique, si je peux me permettre d'expression, d'être multicarte. C'est-à-dire que finalement, il est un expert reconnu aussi bien dans le domaine spatial que dans le domaine de l'aviation civile. Il a travaillé longtemps au CNES, alors je ne vais pas détailler tout ce qu'il a fait au CNES, mais en particulier sur les projets satellitaires. Il a travaillé à l'ENAC, sur le domaine de l'électronique, à la DGAC, comme responsable des programmes et de la stratégie de la DSNA, à la direction des services de la navigation aérienne et puis comme adjoint au directeur. Et il a terminé sa carrière au ministère comme coordinateur interministériel délégué Galileo. Jeune retraité, il continue pas moins d'être bien sûr très actif, comme on pourrait-il faire autrement, en tant qu'enseignant, en tant qu'expert indépendant. Ah bon, c'est toi qui causes aussi. Donc, en tant qu'enseignant, expert indépendant auprès de l'agence du GNSS européen et ou membre du conseil de la recherche de l'ENAC. Alors, pour notre académie, il est déjà très actif. Il était déjà avant de devenir correspondant. Et depuis qu'il est correspondant, on le voit absolument partout. Et j'ai du mal à imaginer d'ailleurs ce qu'il va nous dire pour nous expliquer qu'il va en faire encore plus. Alors, juste une petite liste très incomplète. Il a participé d'une façon très active au groupe de travail SEAC, contribué à tous les groupes de travail de la CAC, au groupe de travail cybersécurité, l'intervention à nombre de nos colloques et forums, donc la météo spatiale, comment volons-nous en 2050, transport aérien sera-t-il tout automatique en 2050, etc., etc. Participation active à l'organisation du colloque sur les drones civils, et bien sûr, parce qu'il faut bien faire s'occuper un petit peu, relecteur, modérateur, et maintenant responsable d'un domaine aux entretiens de Toulouse, et puis il y a encore d'autres choses, et puis comme je m'arrête là. Donc c'était juste pour dire, Raymond, que ton élection, comme membre de l'Académie, c'était certainement une évidence pour beaucoup d'entre nous, et je suis donc très heureux de t'accueillir officiellement au sein de la section 2. Merci Gérard, je suis assez ému là, pour parler devant tout le monde. Là, j'ai énormément de plaisir d'être ici aujourd'hui, bien sûr, et de rejoindre les rangs de l'Académie. Et je vous remercie tous, mes chers confrères et mes chères consoeurs, pour l'honneur que vous me faites. Alors pour moi, l'Académie, ça a été une occasion formidable de rencontrer et d'échanger avec de nouvelles personnes très expérimentées de l'aéronautique et de l'espace, et aussi d'y retrouver un certain nombre d'anciens collègues du CNES ou de la DGAC, voire de certains camarades d'école d'ailleurs. Alors, on m'a demandé en 2 minutes de dire quelle pourrait être ma contribution à l'activité et aux travaux de l'Académie. Alors, comme Gérard vous l'a un peu détaillé déjà, j'ai effectivement une expérience professionnelle qui est un peu spéciale, puisque je suis à moitié spatial et à moitié aviation civile, donc ce qui est quand même une forme, disons, de profil un peu atypique. Et alors, il y a un fil rouge là-dedans, il faut quand même chercher un fil rouge, c'est que j'ai toujours été le supporter absolu les applications utiles de l'espace. Vous savez, l'espace utile, c'était le général Aubinière qui avait développé ce concept, et en particulier pour l'aviation. Parce que pour l'aviation, j'ai toujours été un supporter fervent de l'utilisation des moyens spatiaux pour l'aviation civile. Alors,
j'ai vécu une période, moi, extraordinaire avec l'apparition progressive des satellites pour les besoins de l'aviation civile. Je ne vais pas vous les détailler, vous. Et donc, voilà. Ma première contribution, d'ailleurs, pour l'Académie, la première fois que l'Académie m'a sollicité, c'était le colloque de « Comment volerons-nous en 2050 ?» où on m'a demandé de venir parler effectivement de l'apport des satellites pour l'aviation. Donc c'était déjà un sujet qui intéressait l'Académie à ce moment-là, effectivement. Et depuis, bon, j'ai participé au drone, vous avez vu le petit film là qui était en fait une interview par l'ancienne chaîne de télévision TLT, là. Et le dernier colloque auquel j'ai participé, c'était un colloque sur la météorologie de l'espace, donc l'observation du Soleil et les éruptions solaires. Et c'est un sujet qui continue à me passionner, que j'ai un peu découvert à l'occasion de ce colloque, et sur lequel je suis en train de creuser, quoi, disons, qui m'intéresse beaucoup. Alors, aujourd'hui, bien sûr, j'ai déjà participé à la rédaction d'un certain nombre de dossiers. Bon, là, Gérard l'a dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, je me suis aussi fortement engagé dans les entretiens de Toulouse, l'organisation. Moi, j'y crois. J'ai fait de l'enseignement pratiquement pendant toute ma carrière, que ce soit à Supaéro, que ce soit à l'ENAC. Et ce sujet, d'ailleurs, à l'ENAC, j'ai même été directeur des études un certain temps. Donc, ce sujet me motive énormément, et en particulier l'utilisation de l'espace pour les besoins de l'aviation. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train, je participe activement à la rédaction d'un nouveau rapport sur la cybersécurité dans le transport aérien. D'ailleurs, nous avons diffusé récemment un questionnaire à tous les membres et les correspondants, et je compte sur vous pour que vous nous y répondiez. Ça nous permettra au moins de savoir ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est vraiment un sujet important ou si vous pensez que c'est un mauvais sujet. Bon. Voilà, et donc je vais participer avec plaisir, et je continuerai à participer aux activités de la section 2, qui sont très nombreuses, et ainsi qu'aux séances plénières comme aujourd'hui. J'en ai pas raté une depuis que j'ai commencé à être correspondant, et j'avoue que pour un enthousiaste de la technique comme moi, c'est vraiment une occasion incroyable de pouvoir assister à ces séances. Merci à tous. J'appelle Jean-Paul Troidec, Philippe Couillard. Je tiens à dire d'entrée que je ne suis pas le parrain réel de Jean-Paul Troidec. Son parrain, c'est Bertrand de Courville, mais qui ne pouvait pas être là. Et donc, je le remplace. J'essaye de le remplacer. Donc, je vais faire l'intronisation. Après une solide formation à l'IX et l'ENAC, Jean-Paul Troidec effectue son service militaire comme officier de quart dans la Marine nationale. Il a gardé ce goût de la mer et il navigue toujours à bord de son voilier le long des côtes de Bretagne. Il est aussi pilote IFR et il a à son actif 2000 heures de vol. En 1974, il entre à la DGAC. Il est chargé de certification et de réglementation, puis de programme de recherche et devient directeur des programmes Airbus et CFM 56. En 1987, il est le chef de l'école de pilotage de la DGAC, le CEFA, qui est maintenant intégré à l'ENAC. En 1993, il devient directeur du contrôle aérien pour l'ensemble du territoire français. Il participe à la modernisation du système et met en place le CFMU d'Eurocontrol. En 2005, ça c'est plus intéressant, enfin plus particulier, il fonde l'établissement public de sécurité ferroviaire. Il s'agit de superviser la sécurité du réseau ferré français en apportant les méthodes de l'aviation civile. Un essaimage notable et intéressant. D'ailleurs, nous pensons à l'Académie que les échanges entre les métiers sont toujours très utiles. Mais Jean-Paul est surtout connu pour sa fonction de directeur du Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité aérienne, le BEA, qu'il exerça d'octobre 2009 à décembre 2013. Au cours de cette période,
il a mené avec beaucoup de doigté et de persévérance l'enquête sur l'accident du Rio-Paris Air France 447. Après 2 ans à 4000 mètres de fond, les enregistreurs de vol ont pu être récupérés et leur lecture a pu être faite, ce qui a permis de faire la lumière sur ce tragique accident. Il jouit maintenant d'une notoriété internationale qui le conduit à faire des conférences à l'International Society of Aviation Safety Investigators, ou son pendant européen, ou encore à la Flight Safety Foundations. Récemment encore, je vous signale qu'il a fait une analyse très pertinente du rapport des Australiens publié après leurs recherches infructueuses de l'avion de la Malaisiane. Vous pouvez lire cette analyse sur le site d'Aérobus. Jean-Paul a reçu la médaille de l'aéronautique. Il est officier de l'Ordre du Mérite et officier de la Légion d'honneur. Il est actif à l'Académie où il préside la section 3, celle des activités humaines, où se retrouvent pilotes, astronautes, médecins de l'air et de l'espace. Merci Jean-Paul pour ton engagement parmi nous. Merci Philippe, merci à ceux qui m'ont choisi pour être élu parmi vous. Alors, ce qui m'a valu une certaine notoriété, c'est effectivement les recherches sous-marines que nous avons menées pendant 2 ans à la découverte de l'épave du Rio-Paris. Vous avez vu à l'instant l'image qui représente cette balise qui était par 4000 mètres de fond, que nous avons découvert le 3 mai 2011, 2 jours après celle des enregistreurs de vol, et qui ont permis d'expliquer cet accident. Alors, mais ce n'est pas pour développer les recherches ou les réflexions en matière d'acoustique sous-marine que j'ai choisi de rejoindre vos rangs, bien entendu. Alors, si j'ai choisi de rejoindre l'Académie au sein de la section 3, c'est parce que je pense qu'il y a peut-être un certain besoin de développer les réflexions et les travaux dans le domaine des opérations aériennes. Alors, la section 3, c'est la section des pilotes, c'est la section des astronautes, c'est la section des médecins, c'est la section aussi des hommes dans l'air et dans l'espace. Mais donc nous avons certainement de grandes compétences en matière de pilotage d'avions civils, militaires et d'avions d'essai. Nous avons de grandes compétences également en matière de construction et de conception d'avions et de systèmes. Mais pour faire fonctionner des avions d'une façon sûre et efficace, il ne suffit pas d'avoir les meilleurs pilotes. Il ne suffit pas d'avoir les meilleurs avions, il faut aussi avoir un environnement opérationnel en matière de navigation aérienne, en matière d'aéroport, une organisation des compagnies aériennes en matière d'exploitation qui permettent d'exploiter ces avions d'une façon sûre et efficace. Voilà, c'est ça finalement ce que je souhaite grâce aux compétences que j'ai pu acquises, mais aussi surtout grâce aux compétences de celles et ceux qui sont actuellement ou qui vont rejoindre la section 3 que je souhaite développer et bien entendu aussi animer du mieux possible la section 3. Merci. Maintenant, j'appelle Antonio Vignolo et Gérard Philippe. Bien, Antonio, contrairement à certains de mes prédécesseurs, je ne vais pas développer la carrière d'Antonio, je pense qu'il va le faire plus mieux que moi. Donc moi, j'ai connu Antonio au milieu des années 90, quand tu es arrivé à Bruxelles en tant que représentant de la CASA et présenté par notre collègue et ami Jürgen Wild à notre groupe de représentants à Bruxelles qui s'appelait l'EU Working Group et qui était le lobby de l'aéronautique. Et c'était un peu l'âge d'or, si je peux me permettre, du lobby aéronautique en ces périodes 95-2000. Et j'ai tout de suite constaté ta grande disposition à intégrer nos codes, nos styles, les conventions,
J'ai aussi apprécié ton amabilité, ta courtoisie et ta compétence et ton expérience. Aussi, ces années de compagnonnage nous ont conduits à une réelle amitié et aussi je n'ai pas hésité une seule seconde à te proposer à nous rejoindre dans l'Académie de l'air et de l'espace parce que je pense que tu t'y es parfaitement intégré. Merci de ta venue et bienvenue. Merci beaucoup de cette élection. J'espère que vous ne n'êtes pas trompé. Le temps le dira. Bon, qu'est-ce que je peux apporter aux activités de l'Académie? Ma carrière professionnelle de plus de 40 ans s'est passée plus de la moitié en dehors de mon pays natal qui est l'Espagne. J'ai dû faire face à des situations dans des diverses conditions industrielles, culturelles, économiques et politiques. Bon, je crois que cette expérience peut apporter quelque chose dans les débats et réflexions de les commissions dans lesquelles je fais part, ainsi que dans la section à laquelle j'appartiens. En particulier, comme exemple, mes 5 ans à Bruxelles, donc je connais bien les institutions européennes. On suit maintenant les initiatives qui commencent à la Commission, en particulier le futur programme de recherche dans la défense. Donc, l'action préparatoire est déjà en marche. Mon expérience bruxelloise peut apporter quelque chose. D'autre part, avec mon élection, on élargit le nombre de ressortissants espagnols au sein de l'Académie, ce qui peut apporter d'élargir le réseau, non seulement au sein de l'Espagne, à l'administration, mais aussi au sein des institutions européennes, commissions, parlements ou agences européennes de défense. Donc on peut mettre un peu en marche la mafia espagnole pour faire les actions de lobbying qui peuvent aboutir à être plus efficaces puisque nous serons plus nombreux. Finalement, je dois dire que j'ai eu la chance de rencontrer au sein de l'Académie des anciens collègues qui sont devenus des amis au fil des années. Quand on a des différents points de vue, c'est beaucoup plus facile de discuter avec des amis. Et je crois que discuter ou parler, échanger des opinions autour d'un bon verre, ça facilite beaucoup les choses. Bon, merci beaucoup de mon élection et j'espère être à la hauteur de l'erreur que je crois que vous avez commise. Merci. Philippe Vatillon, tu es né à Bruxelles en 1958, le jour de la Saint-Sylvestre. Et tu es ingénieur diplômé de l'Université libre de Bruxelles en mécanique, électricité et construction aéronautique. Tu débutes tout naturellement à la Sonaca comme ingénieur structure et matériaux composites. En 1987, tu quittes le plat pays de ton enfance. Tu ne sais pas encore que tu vas entamer un impressionnant tour de France de nos villes aérospatiales. J'ai comptabilisé 10 étapes jusqu'à présent, avec quand même une certaine prédilection pour le Sud-Ouest. D'abord Toulouse avec Hermès, à l'Agence spatiale européenne, c'est là que nous travaillons ensemble. Puis Bordeaux, avec le démonstrateur de rentrée atmosphérique dont nous avons parlé à l'occasion de l'intronisation de Gérard Bréard. Ensuite, un crochet par les Pays-Bas à l'Estec, mais le Tour de France n'est-il pas coutumier d'étapes dans des pays limitrophes? En 1997, retour en France à Bordeaux, directeur adjoint des programmes spatiaux EADS, puis entre Brême et les Mureaux, responsable des études avancées et long terme. De 2004 à 2006 à Toulouse chez Astrium, responsable de la case d'équipement Ariane 5. Nouvelle étape à Bordeaux de 2006 à 2006 comme directeur de la qualité, puis nouveau séjour aux Mureaux
de 2011 à 2014, inspecteur général et chef de l'expertise technique. De nouveau à Toulouse de 2014 à début 2016, où tu es chef de la cellule technique consultative d'Airbus Defence and Space. C'est dans cette position hiérarchique et dans ce lieu géographique que tu deviens correspondant de l'Académie à la section 2. Actuellement, entre Toulouse et Brême, depuis mars 2016, tu es directeur technique de l'unité Services en orbite et exploration spatiale. Cher Philippe, cette mobilité géographique t'a permis d'exercer des responsabilités passionnantes et variées dans le secteur spatial. Tu es reconnu pour ton sérieux et ta participation effective à nos travaux. Nous sommes donc très heureux que tu deviennes membre titulaire de l'Académie de l'air et de l'espace. Madame la Présidente, chers confrères, cher Michel, merci beaucoup de l'honneur que vous me faites. Et donc, comme Michel l'a dit, je suis heureux de rejoindre cette académie parce que j'ai un pied dans l'aéronautique et un pied dans l'espace. Certes, c'est le grand écart, mais j'ai eu l'occasion de trouver une passerelle entre les deux, qui était Hermès, qui était la première application spatiale qui avait des ailes. Et c'est à cette occasion-là que j'ai pu intégrer le monde spatial. L'Agence spatiale européenne cherchait des gens avec une expérience aéronautique. Je dis juste en passant que j'avais postulé au CSL, mais qu'ils n'ont pas voulu de moi. Mais apparemment, c'était avant. Donc, j'ai eu l'occasion, effectivement, après Hermès, de piloter côté ESA le programme ARD dont Gérard a pris grand soin. Après, bon, j'ai travaillé effectivement sur les lanceurs, j'ai fait un peu de dissuasion et du vol habité. Donc maintenant, je m'occupe effectivement du côté technique des programmes de vol habité et exploration d'Airbus Defence and Space, donc essentiellement basé à Brême, mais un petit peu à Toulouse. J'ai choisi de me localiser à Toulouse. Vous avez compris que, bien que venant du Nord, j'ai une préférence marquée pour le Sud et surtout le Sud-Ouest. Je suis très honoré de cette nomination et je suis très heureux de retrouver au sein de l'Académie cet environnement air et espace que j'ai connu au cours de ma carrière, et c'est donc, je pense, dans ce domaine-là que je peux apporter quelque chose. J'ai l'intention de continuer à participer aux commissions et aux travaux de l'Académie, dans quelques cas à aider à leur organisation également. Mais le corollaire de cette carrière internationale et la réforme du système de retraite en France fait que j'en ai encore pour 8 ans. Et d'ailleurs, je dis 8 à la belge, je le signale. Et donc, pendant 8 ans encore, je vais jongler avec une vie professionnelle active et néanmoins un investissement fort dans les travaux de l'Académie. C'est donc ce que j'espère pouvoir faire, et je vous remercie de la confiance que vous me faites. Je pense qu'il faut une photo de groupe, peut-être, tous les niveaux. Non, il ne faut pas que je te cache, Jean-Paul. Les examens, c'est pas top parce qu'il passe le dernier, que le temps de faire.